rhinocéros avec sa lèvre supérieure assez proéminente pour pouvoir se saisir des rameaux, qui nous accueille à son corps défendant au parc d'Amboselli, l'un des rares endroits du monde où l'on puisse encore trouver ces rhinocéros noirs dont la véritable couleur est gris avec des reflets bleuâtres. Le rhinocéros noir est armé de 2 cornes, la première pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre. C'est une excroissance épidermique qui n'est pas renforcée par un os comme chez l'antilope. La famille, le père, la mère avec le petit qui suit, vous allez le voir, prend lentement le large. Nous sautons dans la Land Rover, à proximité de laquelle nous étions prudemment restés car les réactions des rhinocéros noirs sont imprévisibles. Ils nous entraînent vers leur territoire, la plaine découverte garnie de petites broussailles, et croisent et recroisent nos traces de pneus sur la piste. Nous étions passés là tout à l'heure. Le mâle paraît d'humeur belliqueuse et nous préférons rester un peu à l'écart. Il a pris le parti de nous accompagner, la tête légèrement tournée de notre côté, suivant la voiture, mais d'un mauvais œil. Il peut brusquement se décider à charger et nous avons le souci de maintenir la distance. Cet arrêt brutal est un dernier avertissement. Il serait plus sage de rebrousser chemin. Ordinaire antilope, la saïga, avec ses yeux globuleux et son espèce de museau de tapir. Oui, et d'ailleurs, on a tenté d'expliquer la présence de cet étonnant appendice nasal par le fait que les saïgas qui vivent en Asie centrale et en Russie orientale se déplacent en troupeaux immenses qui soulèvent de véritables nuages de poussière. Et on a dit, cette trompe sert en quelque sorte de filtre à air. À mon avis, il s'agit plutôt d'une adaptation à l'air extrêmement froid qui est celui de ces régions en hiver où la température descend à moins 50 degrés. La preuve en est qu'au Tibet, à une altitude de 6000 mètres environ, vit une antilope d'aspect extrêmement voisin avec le même nez. C'est le Tchirou ou Orongo. Mais vous dites en troupeau très nombreux, mais l'espèce a été menacée. L'espèce a été en effet très menacée puisque en 1930, il ne restait plus que 1 millier de saïgas. Mais grâce à une protection très efficace, elles sont maintenant au nombre de 2,5 millions et fort utiles pour la population locale. Justement tourné en Éthiopie, montrant une harde d'ânes sauvages. Eh bien, c'est très intéressant car ce sont des animaux très farouches et difficiles à filmer. Les ânes sauvages ont un habitat d'ailleurs beaucoup plus désertique que les chevaux sauvages, qui eux sont des habitants, je vous l'ai dit, des steppes et des prairies. Tandis que l'âne sauvage, lui, habite plutôt dans la zone désertique ou subdésertique, et il se nourrit de plantes coriaces, d'épineux, il est extrêmement endurant. Oui, il paraît qu'ils ont un estomac encore plus endurant que celui du chameau, par exemple. C'est peut-être pas plus endurant, mais enfin, ils sont aussi sobres et aussi résistants. Quelques kilos, mais sous leur allure de petits chiens pâteaux se cache déjà un caractère bien trempé, celui d'un animal sauvage en voie d'extinction, le lycaon. En tout, en Europe, il doit y avoir un cheptel d'à peu près moins de 250 animaux sur l'ensemble des parcs européens. Donc, autant vous dire que quand il y a une naissance dans un groupe aussi peu représenté en Europe, c'est toujours un très très grand événement.
Depuis la naissance, la femelle et ses petits sont tenus à l'écart du groupe. Le but, éviter tout stress à la mère et permettre à la meute d'appréhender peu à peu les nouveaux venus. D'ici quelques semaines, ils seront tous officiellement présentés. Ça va bien se passer parce qu'elle a sa place qui est là, qui est celle de femelle dominante et de maman. Et de toute façon, les petits, c'est bien évident qu'elle y tient comme à la prunelle de ses yeux, vous avez pu le voir dans le bâtiment. Donc elle fera tout pour les protéger. Tout comme elle avait protégé ses 4 autres petits. Ils ont maintenant 2 ans et leur démarche, leur regard noir impressionne plus d'un visiteur. Parce qu'ils mangent les hommes et tout. Parce qu'ils ont des dents pointues. Oui, moi je ferais les hommes. Mais si ça se peut, hein. Malheureusement, en Afrique, tout n'est pas fait pour préserver cet animal. Il a extrêmement mauvaise réputation, un petit peu comme la hyène, puisque tous les deux ont un mode de vie où ils sont beaucoup charognards. Les Lycaons ont payé cher cette mauvaise image. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3000 à vivre au sud de l'Afrique, en Tanzanie ou au Kenya. Ce soir, grâce à cette émission, un animal que je croyais uniquement américain et canadien, c'est-à-dire le vison. Car le vison qui est ici est un vison européen. Celui que nous voyons ici, en effet, c'est un vison d'Europe. Celui qui est sur le dos de beaucoup de dames, c'est un vison d'élevage. C'est rarement le vison sauvage, en tout cas, c'est le vison canadien ou américain du Nord, qui est un vison un petit peu plus gros, mais qui est très proche du nôtre. La seule différence notable, à part la taille, c'est que le nôtre a une petite tache à la mâchoire, c'est une petite tache blanche. Mais à part ça, ils ont exactement les mêmes mœurs. C'est également un carnivore qui vit dans l'eau, enfin partiellement dans l'eau, qui se nourrit de poissons sans doute. C'est ça. Disons que c'est une sorte de petite loutre qui n'atteint pas ou qui ne dépasse pas le kilo, alors que la loutre européenne peut peser 7-8 kilos, même plus. Et d'autres loutres encore plus. Disons, c'est exactement une petite loutre. Elle a les mêmes habitudes pour se loger au bord de l'eau, la même façon de prendre les poissons. Elle mange aussi des grenouilles. Elle a un mode de vie très proche. Et il n'est pas si rare qu'on pourrait le croire. La loutre est dans toute la France très rare. Le vison, disons que la moitié ouest de la France, il est aussi très rare. On en trouve par exemple dans la Grande Brière, en Bretagne, en Normandie, dans la Gironde. Et de temps en temps, un de ces animaux se fait pendre, mais c'est quand même un événement assez rare. Oui, si cher au cœur des Néo-Zélandais, c'était encore un oiseau encore bien plus curieux que le cagou, parce qu'il a pas la forme d'un oiseau. On dirait tout sauf un oiseau. Lui, il n'a même plus d'ailes du tout, il a 2 petits moignons ridicules cachés sous ses plumes en forme de poils. C'est un oiseau qui fuit, et à la différence de presque tous les oiseaux, il a un odorat excellent. Et d'ailleurs, pour mieux sentir les petites proies qu'il cherche dans le sol de la forêt, il a les narines au bout du bec, ce qui est très rare chez les oiseaux. Là, vous voyez une famille avec un œuf. L'œuf pèse le quart du poids de la femelle. En fait, c'est un véritable fossile vivant. Oui, si vous voulez, oui. Est-ce qu'on peut quand même en dire qu'il va se développer? Est-ce qu'il est protégé? Ah, bien sûr, il est férocement protégé. Eh bien, mais se développer, non. Non. Tout au plus maintenant. En découvrant une espèce que je suis sûr que vous ne connaissez pas, la gélinotte. Oui, nous non plus on ne connaissait pas. C'est en fait la cousine du coq de bruyère et cet oiseau fait l'objet de toutes les attentions actuellement. Le fait rare pour la première fois. Alors l'Office national de la chasse, celui des forêts et les chasseurs eux-mêmes travaillent côte à côte pour étudier cette gélinotte menacée. Reportage dans les Alpes de Haute-Provence, Sophie Nény, Christian Gallet. Ça ressemble à une arbalète et pourtant ce n'est qu'un détecteur de gélinottes. Ces hommes de l'Office des forêts et de l'Office de la chasse passent toute la journée à pister l'animal. 928 bande 2. Un oiseau en voie de disparition, cousin du coq de bruyère. Pour étudier les déplacements de l'animal, ils l'ont équipé d'un petit collier émetteur, actif pendant 18 mois. Objectif de cette étude, proposer des recommandations pratiques qui aideront à préserver l'espèce. C'est arrivé à trouver avec l'Office des forêts qui a, elle, en charge donc la gestion de ces milieux forestiers, de trouver aussi un petit peu des trucs pour que la gélinotte puisse demeurer présente dans ces zones des Alpes du Sud où elle est bien représentée. Ils savent même imiter le chant des gélinottes à s'y méprendre. Résultat, elles accourent, ce qui permet de les compter. Autre moyen de les repérer, partir à la chasse aux indices.
La présence de l'oiseau indique le bon état de la forêt, son respect par les bûcherons. Les taillis de feuillus ou les tiges de résineux préservent les gélinotes des prédateurs. Alors là, on vient de trouver donc des crottes, de gélinotes, c'est des crottes typiques, avec une petite extrémité blanche qu'on voit là, qui sont déposées sous un saule. La gélinote au printemps, elle recherche les saules pour manger les bourgeons, qui sont très riches, quoi. Difficile de l'observer à l'œil nu. Elle se fond dans l'environnement et peut prendre la pause sans bouger une plume plus de 2 heures. Leurs défenseurs ont trouvé d'étranges alliés. Les chasseurs participent en effet au financement de l'étude. Les chasseurs, je pense, sont avant tout des gestionnaires. Si on veut des chasseurs, il faut du gibier. Et si on veut du gibier, il faut savoir le gérer. Si l'oiseau se remet à proliférer, l'interdiction de le chasser depuis 13 ans dans le département. Avec 700, c'est le chiffre du soir 3. 700, c'est le nombre de gorilles de montagne encore vivants aujourd'hui dans les forêts du bassin du Congo en Afrique. Ils sont menacés de disparition en raison de la déforestation de cette forêt, 2e poumon de la planète. En marge du Grenelle environnement, un accord a été signé à Paris pour préserver la forêt et sauver les gorilles. Un zoo français participe à sa manière à cette action. Jean-Yves Serrand et Loïc Lemoigne. Elle vient de naître. En 4 mois, un 2e bébé gorille dans le Loir-et-Cher. Au zoo de Beauval, on veut garder intact le capital génétique du gorille. Le bébé doit être élevé par la mère et pas au biberon. Les adultes doivent garder les réflexes de l'espèce, cueillir les végétaux ou déterrer des graines. Le but, un jour peut-être, réintroduire leurs petits-enfants dans la forêt. Ce sont des processus qui prennent du temps. Puisque une réintroduction ou un renforcement de population ne peut se faire que quand le milieu naturel est sécurisé. Et le milieu naturel des gorilles est bien loin de l'être. Dans les forêts du bassin du Congo, plus que 700 gorilles des montagnes. Les braconniers en ont tué 10 dans l'année. Les gorilles des plaines, eux, ont diminué de moitié en 20 ans. À Paris, un prix Nobel tire le signal d'alarme. Le patrimoine génétique des grands singes est très proche du nôtre. Quand on les voit disparaître parce que leur habitat est détruit, alors on comprend que nous aussi, on pourra disparaître si notre milieu est menacé. L'homme est coupable. Une de nos enquêtes vient de montrer qu'au Cameroun, la corruption permet d'acquérir des documents vierges. 40% du bois est exporté illégalement, notamment vers la France, 2e acheteur de bois africain après la Chine. La France qui pilote depuis 3 ans le partenariat pour le bassin du Congo. Elle a compris que le bois illégal fait également vivre les pauvres. Pour éviter la corruption, il faudra plus d'aide au développement. On ne peut pas lutter efficacement contre la corruption sans en même temps être à leur côté pour proposer à ses habitants qui vivent de la forêt une alternative ou dans la forêt ou sur d'autres métiers ou sous d'autres formations pour que chaque famille puisse s'en sortir. Aujourd'hui, la France a transmis à l'Allemagne le pilotage des forêts du bassin du Congo. Berlin veut impliquer également les Chinois dans le partenariat contre la corruption. Pour qu'un jour peut-être, les enfants des bébés gorilles élevés en France retournent manger dans leur forêt originaire. Rarissime et représente un véritable espoir pour cette espèce en danger. 4 bébés lémurs couronnés ont vu le jour à la réserve de la Haute-Touche dans l'Indre. 4 petites boules de poils exceptionnelles car aujourd'hui il reste seulement 94 lémurs en captivité dans le monde. Reportage Héloïse Breza, Emmanuel Tixier. 2 petits mâles pour Tina, 2 femelles pour Irena. La famille de lémurs couronnés s'est bien agrandie en mai dernier. De 3 individus, elle est passée à 7 en l'espace de quelques jours grâce à la naissance extrêmement rare de 2 paires de jumeaux. Des bébés lémurs, pas encore baptisés, mais déjà adulés par les visiteurs. De voir avec 2 jumeaux, surtout ça, par contre, c'est une exclusivité pour moi. J'en avais déjà vu avec un bébé, mais par 2 non. Et voilà, c'est magique, tout simplement magique. Voilà. Encore allaité, les 4 petits descendent du même mâle reproducteur. Mais en raison de tensions entre les 2 mères, le groupe a été séparé. Pas de quoi empêcher le père de veiller sur sa lignée, en parfaite santé et en pleine croissance. Là, ils commencent à vraiment s'émanciper. La mère commence à les rejeter parce que quand même 2 petits, c'est un peu lourd à transporter. Donc elle en rejette un petit peu. Il faut aussi qu'ils vivent un petit peu leur vie, qu'ils commencent à découvrir un peu ce qui se passe autour.
Avec seulement 94 lémurs couronnés en captivité dans le monde, la Haute-Touche surveille de près la reproduction de cette espèce fragile. Un programme européen d'élevage encadre les accouplements des lémurs et de nombreux autres animaux pour préserver la diversité génétique, d'autant plus essentiel pour les lémurs couronnés qu'ils sont en danger dans leur milieu naturel à Madagascar. Le dernier recensement date de 2004, alors c'est très difficile d'apprécier précisément les populations, mais actuellement les populations sauvages se situeraient entre 1000 et 10 000 individus et il y a eu une perte en 10 ans de l'ordre de 90% de la population sauvage. Résultat de plusieurs mois de patience et de travail, les naissances se comptent par dizaines chaque année à la Haute-Touche. Une géante de nos fleuves et rivières. Jadis, cette moule d'eau douce colonisait la totalité des cours d'eau de l'Hexagone. Désormais, sa présence sur le territoire national est plus qu'anecdotique, menacée d'extinction. Et c'est sur le fleuve Charente, entre Saint-Savinien et Taillebourg, que le plus gros gisement de l'espèce subsiste encore. Les raisons de sa quasi-disparition, la qualité de l'eau bien sûr, les barrages et l'envasement, et aussi, plus grave, la moule est en manque d'affection. La grande mulette aujourd'hui ne se reproduit plus, et c'est son principal danger. Et très probablement pour une raison essentielle, c'est qu'il manque le poisson hôte, parce que c'est un cycle assez complexe entre la grande mulette et le poisson hôte. Et le poisson hôte, c'était l'esturgeon. Et ce poisson a pratiquement disparu de nos fleuves, et donc c'est une des raisons qui explique cette absence de reproduction. Alors pourquoi pas favoriser le retour du gros poisson dans la Charente, aider aussi le fleuve à écouler ses sédiments vers la mer, d'autant que la grande mulette fait l'objet d'un plan national d'action pour sa survie. La grande mulette, une certaine idée de l'état originel. C'est une espèce qui nous raconte une histoire de rivière qui fonctionne bien. Une histoire qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui. Une histoire de rivière où des gros poissons revenaient de la mer pour frayer régulièrement. Une histoire de transit, de rivières qui divaguent, de sédiments qui se déplacent. C'est des histoires qu'on a complètement oubliées aujourd'hui en aménageant les rivières, en canalisant et en faisant des barrages. Hier, à Saint-Savinien, une conférence était organisée pour sensibiliser le public et les acteurs du fleuve au sort de la grande mulette. Envisager aussi des actions dans le cadre du plan national d'action. Les spécialistes du mollusque estiment qu'il reste une dizaine d'années, pas plus, pour sauver la plus grosse moule d'eau douce en Europe.